Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Merci Pauline, merci Pierre-Emmanuel et merci à la communauté HEC de Lyon. Effectivement, parmi les rares avantages de cette pandémie globale, il y a celle de pouvoir se connecter à distance et de recréer des liens avec la levée des contraintes physiques. Donc, c'est une joie de pouvoir discuter avec vous en français sur un sujet que j'ai déjà traité. Alors, je vais commencer par m'excuser parce que vous verrez que le slideshow et la présentation pour parler français est en anglais parce que je la fais au Brésil, je la fais devant d'autres publics et en général, je préfère le faire en anglais comme ça, j'ai pas à la refaire dans chaque langue. Mais bon, évidemment, je vais présenter en français. Commencer par me présenter peut-être pour qu'est-ce qui me donne le droit de parler de ce sujet. Donc moi, HEC 2001, comme Pauline et Pierre-M, vraiment une promo incroyable. Juste après avoir obtenu mon diplôme, je suis parti faire un VIE au Brésil. Donc c'est en partie pour ça que j'y suis encore, parce que j'ai rencontré ma femme et que j'adore ce pays et j'adore l'Amérique latine, où j'y suis resté 2 ans, suite à quoi j'ai fait un tour du monde, un projet de tour du monde, qui d'ailleurs, à mon avis, illustre un peu le sujet de l'éducation, parce que j'ai voulu me former tout seul sur le sujet du développement durable, qui était un sujet qui à l'époque n'était pas suffisamment, en tout cas à mes yeux, traité en école de commerce. Et du coup, je suis allé rencontrer moi-même, je me suis fait mon petit MBA tout seul sur le sujet. Je suis allé rencontrer moi-même des entrepreneurs et des praticiens dans le vaste domaine du développement durable, ce qui a donné un site internet d'abord et puis un bouquin derrière qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde et qui a eu son petit succès. Alors c'est pas non plus le best-seller de l'année, mais c'était quand même, j'ai eu quelques lecteurs qui m'ont écrit des mails de remerciements, donc c'est bien. Suite à quoi je suis revenu m'installer à Paris. J'ai travaillé en venture capital, en capital risque pendant 6-7 ans, je ne me souviens plus exactement, ouais, 6 ans, à financer des entreprises dans le domaine de la tech, aussi bien énergie que Internet. Et en 2012, la décision familiale a été de revenir s'installer au Brésil avec nos 2 filles. Et donc, j'ai pris la direction d'abord de Deezer, dont j'ai lancé les opérations au Brésil et en Amérique latine. Donc Deezer, le streaming de musique, qui a été plutôt un bon succès parce que assez vite, le Brésil et l'Amérique latine sont devenus la plus grosse région en dehors de la France pour Deezer, et jusqu'à aujourd'hui. Et puis en 2016, j'ai quitté Deezer, et c'était aussi un sujet d'éducation, parce que moi, j'avais découvert chez Deezer l'importance du produit, parce que vraiment c'était le cœur de la machine de la performance Deezer, c'était avoir un produit qui plaît aux utilisateurs. Et pour me rapprocher de ce sujet-là, j'avais envie d'apprendre à coder, apprendre à programmer. Et quelqu'un à qui me suis ouvert de ce sujet, m'a suggéré de regarder Le Wagon, qui était à l'époque un truc que je connaissais pas et qui était tout démarrage en France, qui était le concept d'un bootcamp de code, c'est-à-dire un, un système d'apprentissage extrêmement intensif et court, puisqu'on enseigne à des gens qui n'ont jamais programmé de leur vie en 9 semaines les bases, mais plus que les bases, ils peuvent devenir junior dev, donc ils peuvent accéder à des jobs de la programmation web. J'ai fait un petit message sur LinkedIn au patron du wagon, enfin au fondateur, qui m'a répondu dans l'heure. On s'est parlé le lendemain et au bout de 10 minutes, il m'avait convaincu de devenir étudiant, et au bout de 25 minutes, on s'était dit qu'il fallait monter ça au Brésil et en Amérique latine. Donc ça a été un coup de fil plutôt plutôt fructueux. Et donc en juillet 2016, la première promo du wagon Brésil à São Paulo a eu lieu. Et depuis, ouais, on a ouvert Brésil, Argentine, Mexique, Chili, Pérou. Là, on est en train d'opérer un truc au Belize avec des acteurs de financement internationaux. Et on a formé plus de 1000 étudiants sur la région d'Amérique latine, aussi bien en programmation web qu'en data science, qui est le nouveau programme qu'on a lancé l'année dernière. Et ça, c'est l'Amérique latine, mais le wagon monde, c'est plus de 12 000 étudiants formés dans plus de 40 campus dans le monde. Donc on est une partie, l'Amérique latine, mais d'un truc qui a aussi pris une ampleur incroyable. Et donc, même si j'ai loin de moi la prétention d'être un expert en domaine éducatif, j'ai par contre, je crois plutôt la prétention d'être un praticien depuis maintenant 6-7 ans. Et donc c'est pour ça que je me permets ces réflexions. Et alors, moi j'aime beaucoup faire ce genre d'exercice de présentation, parce que ça me force et ça m'oblige à synthétiser un peu mes idées. Vous verrez que j'en balance pas mal. Il y en a qui sont très provocatrices, dont
ça veut pas forcément dire que je suis 100 d'accord avec ce qu'il dit, mais l'idée c'est justement d'avoir une base pour débattre avec vous, parce que je sais que j'aurai un public, qui va me faire un bon punching ball, donc j'espère que des choses vont vous titiller, vous me répondrez et qu'on aura un échange, courtois intense, voilà. Alors, quel était l'objectif de cette présentation? L'édu C'était d'envisager un peu quel est le futur, de l'éducation, en particulier l'éducation supérieure, hem de répondre à hop, ça marche, ouais, de répondre à 3 questions. C'est d'ici 2050, que faut-il apprendre? Est-ce que ce qu'on a enseigné depuis, 200 ans, depuis l'invention de l'école moderne, est toujours valable, ou est-ce qu'il faut renouveler nos curriculums, ou comment? Comment apprendre? Une vraie question. Est-ce qu'on a réussi à découvrir un peu des méthodes pédagogiques plus performantes que d'autres, et si oui, lesquelles? Et où apprendre? Ce qui pose la question de: est-ce que les institutions actuelles, l'université en particulier, sont toujours les lieux, privilégiés de cet apprentissage, ou est-ce qu'ils vont évoluer? Comment? Hem et si oui, où est-ce que les gens vont finir par apprendre, quoi? Et à quoi sert finalement une université aujourd'hui? Voilà, donc il y aura plein de portes ouvertes, j'espère ne ne pas en fermer trop, et puis, on aura une discussion. Alors, le quoi apprendre, je vais commencer par un sujet, qui est très à la mode, qui est l'intelligence artificielle, moi j'ai eu un moment, un peu d'épiphanie quand j'ai vu un documentaire. Donc il y a les références, de tout ce que je raconte, Pauline vous collera les liens divers et variés, tout est en ligne. Mais il y a un documentaire génial que je vous recommande de voir, qui est le documentaire AlphaGo, qui raconte l'histoire du match entre l'intelligence artificielle AlphaGo, d'IBM, non, de Google, pardon, contre Lee Sedol. Lee Sedol étant le champion mondial du jeu de Go. Et c'est un documentaire, absolument génial, qui raconte, les 5 matchs, 5 manches d'un match, qui a eu lieu il y a maintenant 10 ans, je crois. Et pourquoi c'est génial? Parce qu'au moment où, Big Blue, à la fin des années 90, bat, Kasparov aux échecs, tout le monde dit: «Oui, bon, OK, les échecs, on s'y attendait», mais alors il y a un jeu sur lequel, l'intelligence artificielle va mettre vraiment beaucoup de temps, c'est le jeu de Go, parce que c'est un jeu beaucoup plus, intuitif, beaucoup plus compliqué, la capacité de calcul, n'arrivera jamais à tout anticiper, et cetera. Bon, ce qu'on prédisait mettre, 2 siècles pour, l'intelligence artificielle, a mis, 20 ans, et en 20 ans, ça y est, l'intelligence artificielle a gagné, Lysidol. Et alors le documentaire est passionnant parce que Lysidol, qui est donc évidemment un champion de Go, sud-coréen, un champion très, sûr de lui, et on le voit tout au long du documentaire se décomposer, hem, parce qu'au début il dit: «Non mais c'est sûr que je vais le battre, non, ça va me prendre 3 manches sur 5, je vais même pas perdre un set en gros». Et puis il perd la première manche, donc là il dit: «Non mais j'ai fait des erreurs, c'est normal». Il perd la deuxième manche, là on commence à le voir vraiment, perdre pied. Il perd la troisième, donc là le match est plié. Hem et à la quatrième, c'est magnifique, à la quatrième, il a un coup de génie, je crois que c'est le 42e mouvement, où, c'est passionnant d'ailleurs parce qu'il fait un coup, absolument génial et complètement inespéré. Et inespéré, on peut le prouver mathématiquement parce que les chances de ce coup calculé par la machine étaient de 1 sur 1 000 000, donc elle l'a pas calculé. C'est pour ça qu'elle l'a pas vu. Et lui, quand on lui demande: «Mais pourquoi ce coup?» Il dit: «C'était une évidence». Donc il y avait une espèce d'intuition, incroyable, qui me prouve que parfois l'homme arrive à surprendre encore la machine, même avec une puissance de calcul incroyable. Et donc il gagne le quatrième manche grâce à ce coup incroyable où il retourne complètement la situation. Bon, la cinquième manche, il perd aussi. Donc au final, il perd. Mais je trouve que c'est assez génial parce que ça illustre le fait que voilà, on va tous passer par ces moments où on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on sait faire ou dont on pense être, notre gagne-pain, que la machine fait mieux que nous. Donc ça, c'est vraiment, je crois humainement et en termes d'ego, dur à vivre, et ça, l'Isidol l'illustre parfaitement. Et en même temps, il y a le fameux 82e coup, 37e coup, je sais plus, de la quatrième manche, qui est pour moi voilà, la lueur d'espoir où, l'homme est capable encore être génial, dans le sens inattendu et créatif, et d'inventer un coup, hors norme, quoi. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, je vais juste en donner quelques définitions. Pour moi, il y en a 2 types. Il y a la programmatique, qui est vraiment celle qui est linéaire. Donc typiquement, c'est Siri, qui reconnaît, ce que vous dites et puis qui écrit, en fait, où il y a une production infinie par des hommes et des femmes de blagues. Et donc ça impressionne, mais ça,
c'est pas très inquiétant parce qu'elle est justement elle est linéaire, il y aura autant de blagues qu'il y a d'éditeurs, derrière, capables d'écrire, de copywriters. Par contre, celle qui est plus impressionnante, c'est celle qui est exponentielle, donc connectionniste, qui en fait, met des méthodes de deep learning et d'apprentissage automatisé, typiquement, la conduite autonome, où là, plus ça va et plus elle est forte et de manière exponentielle. Et celle-là, c'est celle qui inquiète ou fascine, selon, votre opinion, parce que, par définition, c'est une exponentielle, donc on sent que l'exponentielle a pris et on ne sait pas où elle s'arrêtera. Et d'ailleurs, on a un vrai problème, humain, et peut-être neurologique d'ailleurs, à comprendre l'exponentielle. On l'a vu d'ailleurs avec, la Covid, où tout début, les gens disaient: «Oh, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose», mais ceux qui savent lire des exponentielles savaient très bien qu'une courbe qui est exponentielle dès le début, la fameuse courbe verte, elle est beaucoup plus inquiétante que la courbe noire, même si la courbe noire est au-dessus. Et donc, cette capacité que l'être humain a à ne pas anticiper l'exponentielle, bah, c'est exactement à l'œuvre dans l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des sujets où il est évident qu'on est sur des sujets d'apprentissage avec une performance exponentielle. Et donc, même si aujourd'hui c'est décevant pour tout un tas de sujets, à terme, ce sera évidemment meilleur. Typiquement, j'ai eu cet effet-là cette semaine où historiquement, tous les outils de traduction automatique sont décevants. Si vous faites du Google Translate, ça se voit, c'est horrible, c'est pas fiable. Bah, ouais, bah, cette semaine, pour la première fois, j'ai utilisé un outil qui s'appelle DeepL. D'ailleurs, il est pas dans les biographies, mais je vous le dis. DEEPL, qui a été créé d'ailleurs en Allemagne, donc c'est européen, et par des gens qui sont derrière Lingui. Et vraiment, là, pour la première fois, j'ai eu pour moi, on a passé la courbe. C'est-à-dire qu'un truc automatique de traduction qui est, on peut se demander si c'est un humain qui l'a fait, quoi. C'est vraiment d'une excellente qualité. Hem Et donc, la question, c'est quel type de problème, l'intelligence artificielle sera capable d'adresser. Pour moi, une des règles, c'est quand le feedback, parce que toutes ces machines d'intelligence artificielle, en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent tout un tas d'algorithmes, surtout quand elles sont autonomes, donc deep learning, machine learning. Elles créent des algorithmes pour essayer d'améliorer un score. Et donc, quand le score est facile, c'est-à-dire vrai ou faux, un ou deux, etc., elles sont bien plus rapides. Donc, tout ce qui a des feedbacks binaires, typiquement une reconnaissance d'image, est-ce que c'est un lion ou est-ce que c'est une tasse de thé? C'est vrai ou c'est faux? Bah, elles y arrivent, et elles y arriveront à terme. Quand les feedbacks ne sont pas binaires, est-ce que cette personne est heureuse? Est-ce que c'est une bonne recrue? Est-ce que j'ai envie d'acheter, tel ou tel produit, mais est-ce que je suis content d'acheter? Ça, c'est plus compliqué, donc c'est là où l'homme, probablement va devoir, se spécialiser. Mais typiquement, là, c'est binaire, diagnostic de machine d'image, bah, aujourd'hui, le match est plié, hein. Donc si vos enfants veulent devenir, spécialistes, et en plus les métiers sont bien très bien payés, donc ça va leur faire drôle, de reconnaissance d'image médicale, il y a plus de sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est bien meilleure, et moi, de toute évidence, je préfère qu'une machine regarde mes images, de radio qu'un être humain aujourd'hui. Enfin, une machine avec le bon logiciel attaché. Et ça peut être inquiétant parce qu'on a vu que il y a des reconnaissances d'images qui arrivent à prédire l'homosexualité, donc imaginez ça dans la main de Bolsonaro, pour en parler de quelqu'un dont je suis, précisément l'actualité au Brésil, et avec des pouvoirs, suprêmes, ça serait assez angoissant. Et donc, le sujet de quoi apprendre, bah, il est lié à ça, parce qu'évidemment, est-ce que ça vaut encore le coup d'apprendre la règle de 3, le calcul de base, autant travailler sur notre mémoire, dans un monde où tout est à portée de Google? C'est une vraie question. Moi, je vois ce que mes filles enseignent à l'école et parfois je me dis: «Bon, ça c'est important, mais mais en fait tu l'utiliseras jamais de ta vie». Donc c'est bien, c'est formateur et cetera, mais est-ce que ce serait pas mieux de leur apprendre d'autres choses, quoi? Et donc là, vous avez, le catalogue des peurs, donc c'est une étude, je sais plus de qui, de gens très sérieux sans doute, qui essayent de voir, quelles sont les probabilités, de remplacement, ou en tout cas les degrés de fragilité de tous ces métiers, par rapport à, l'intelligence artificielle en gros, et la softwareisation, des choses. Donc, vous voyez que télémarketeurs, ce sont les pires, les pauvres. Les comptables, je ne sais pas si on a des comptables et des auditeurs dans l'audience, mais alors évidemment les comptables et auditeurs de base, quand ça vous amenez du vrai conseil auprès de vos clients, ça a du sens, mais bon, quand il s'agit de compter des crayons, une machine le fera sans doute mieux que moi. Hem Et ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est que si vous regardez l'évolution des prix, l'inflation,
Alors je me suis, intéressé à ce sujet-là parce que j'en reparle après. Vous voyez que le truc qui a le plus augmenté, c'est les frais de collège. Alors pour d'autres raisons, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que vous voyez que tout ce qui est, vraiment avec une inflation forte, ce sont les trucs qui sont finalement assez humains. L'éducation, le soin, la médecine, les réparations complexes et cetera. Et puis ce qui a perdu enfin qui a perdu du pouvoir, et qui est de plus en plus, de moins en moins cher, ce sont les choses qui ont été automatisées, donc tout ce qui est technologie, robotisé avec des usines et cetera. Donc c'est aussi intéressant. Alors parmi les futurs qu'on nous dessine, avec cet avènement d'intelligence artificielle, il y a plusieurs, scénarios. Il y a celui d'Elon Musk, qui dit qu'on va se fusionner, on va devenir, transhumaniste, c'est-à-dire qu'on va se mettre des puces et devenir aussi intelligent, ou plus intelligent, ou en tout cas se brancher des calculettes dans le cerveau pour plus avoir à retenir la table de 6, mais avoir directement accès comme un software, et apprendre. C'est un peu Matrix aussi. Bon, c'est un peu inquiétant, mais je ne sais pas ce qu'on en fera. Et l'autre sujet, l'autre scénario qu'on entend, alors est-ce que les deux sont compatibles ou antinomiques, j'en sais rien, qui est celui de Yuval Harari, c'est de dire qu'on va vers un monde avec à la fois des dieux, qui sont ceux qui bénéficient de ces plateformes d'intelligence artificielle et capables de les programmer et capables de les dominer, et puis des inutiles, ce qui est aussi plutôt angoissant. Et bon, je plante le décor, mais je ne sais pas trop où on va. En tout cas, c'est intéressant de savoir que ceux qui pensent au futur nous décrivent des choses comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, et ça je le tire aussi du bouquin de Sapiens, qui est le bouquin de Harari, c'est qu'à chaque fois que l'homme a été confronté à des grands bouleversements, et peut-être le plus ancien ou le premier gros, ça a été sa rencontre avec Néandertal, et puis une lutte. Et là, c'est marrant parce que ça a été à la fois une lutte, et puis on découvre qu'il y a des endroits où en fait ça a aussi fusionné. Donc peut-être que il y a des endroits où on fusionnera avec l'intelligence artificielle et d'autres où on va la dominer. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est d'imaginer que la raison pour laquelle Homo sapiens a survécu et pas Néandertal, c'était en fait parce que Homo sapiens a su forcer, se spécialiser et jouer sur ses forces. Et la force de l'Homo sapiens, c'était sa capacité à communiquer, à collaborer et à créer du lien social. Et donc, même si Néandertal était plus grand, plus fort, plus poilu, plus résistant, il courait plus vite, enfin, si vous faites une équipe de rugby, peut-être pas une équipe de rugby parce qu'il faut aussi de la collaboration, mais si vous faites un concours d'athlétisme individuel, c'est les Néandertals qui gagnent à chaque fois. Et pourtant, c'est eux qui ont péricli, et le Homo sapiens qui a survécu et qui a dominé le monde. Et donc ça nous donne une piste qui pour moi est intéressante, c'est que par rapport à l'intelligence artificielle, il va falloir qu'on se spécialise sur ce qui fait de nous euh, des êtres humains, et non des machines. Et donc la réflexion, c'est de savoir qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains et non des machines. Et j'aimais bien petit graphe qui pour moi symbolise un peu tout ça, avec au cœur la créativité, la capacité d'inventer du nouveau, et autour notre capacité à collaborer, notre capacité à communiquer et notre capacité à être des penseurs critiques. Donc ça, c'est des C dans tous les sens, qui sont pour moi finalement les quatre, enfin les trois vertus, dont celle principale qui est la créativité, qu'on doit absolument maximiser dans notre système éducatif. Et si on les analyse un par un, la créativité, alors c'est très triste parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, notre système éducatif tue la créativité. C'est-à-dire que les enfants de 5 ans ont des scores de créativité absolument faramineux, et arrivés à l'âge adulte, tout a disparu. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système éducatif, clairement, puisque je ne sais pas si c'est de l'autocensure ou du système de groupe, mais en tout cas, la créativité semble être quelque chose que tous les êtres humains ont à la naissance et perdent petit à petit, sauf quelques-uns qui peut-être savent rester des enfants. L'empathie, c'est un sujet aussi, la capacité de collaborer, c'est aussi un sujet sur lequel il y a à s'interroger, parce que je pense qu'on est aussi beaucoup plus empathique et capable de collaborer enfant. Il y a un test génial qui s'appelle le test du chamallow. Et j'en parle parce qu'il a été fait des centaines et des centaines de fois. Du coup, ils ont tiré des statistiques où, en gros, vous demandez à des équipes, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà fait en team building, vous demandez à des équipes à qui vous donnez des spaghettis, du fil, un chamallow et du scotch, de monter la plus grande tour possible. Alors, ils ont 15 minutes pour le faire. Et donc, l'idée, c'est de faire une tour à partir de spaghettis avec du scotch et de la ficelle. Et en haut de la tour, vous mettez un chamallow. Et l'objectif,
c'est un concours. L'objectif, c'est que l'équipe qui a la structure la plus haute, donc on mesure après, gagne. Et donc on voit comment les gens collaborent, on voit les scores, les hauteurs, moyennes, et cetera. Et ce test-là, qui a été fait, reproduit une centaine de fois, il donne ce type de résultat assez étonnant, heu, qui est pas très glorieux pour HEC, même si je sais pas si ça a été fait à HEC, mais enfin les business school students sont les pires étudiants, les pires à ce score. Ils sont en dessous des avocats, et là où c'est, bon, là où c'est rassurant, c'est que les architectes et les ingénieurs sont quand même les meilleurs, donc ça va quand même, l'ordre est respecté. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que les enfants sont bien meilleurs que les CEO, par exemple. Alors les CEO, avec leurs admin exécutives, sont quand même meilleurs. Donc ils ont quand même besoin de quelqu'un d'opérationnel. Et la leçon, il y a un TED Talk dont je mets les références, vous les aurez dans le chat, génial, de celui qui a mené toutes ces études, donc il en a réalisé des centaines, où il explique qu'en fait le problème c'est le rapport au test. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi les MBA sont aussi nuls, c'est parce que les MBA, sur les 15 minutes, ils passent 12 minutes à discuter sur la stratégie et 3 minutes à tester. Et en 3 minutes, ils n'y arrivent pas du tout. Et puis le premier essai se casse la figure et ils n'ont plus de temps pour faire un deuxième essai. Alors qu'à l'inverse, les enfants, qui n'ont pas évidemment ni la théorie de la gravité ou les réflexions peut-être des architectes sur les structures, eux, au bout d'une minute, ils ont déjà monté une première tour et puis elle s'est cassée la figure, et ils en remontent une deuxième et puis ils renforcent là où ça s'est cassé, etc., etc. Donc c'est le rapport à la pratique qui explique le succès. Et le fait de ne pas trop théoriser. Donc c'est marrant. Voilà. Et probablement aussi la capacité à collaborer. Donc clairement, pour moi, la voie et la question à laquelle j'ai essayé de répondre, qui est qu'apprendre, bah, c'est définitivement apprendre davantage autour de ce qui nous rend humains, c'est-à-dire comment, ouais, comment nous tourner des humains meilleurs pour ne pas être perturbés par, par des machines meilleures. Parce que si on fait de nous des machines, on sera toujours en seconde division. Alors, comment on apprend ça? Alors ça, c'est intéressant, parce que là aussi, je trouve qu'on vit des temps absolument fascinants, et toute la révolution digitale et l'émergence d'internet, pour moi, remettent complètement en cause le modèle très classique d'éducation, qui historiquement, rappelons-le, a été créé avec des universités qui ont été collées à des bibliothèques. Donc c'était vraiment des lieux physiques où le savoir était protégé, et ils avaient raison de le protéger parce qu'il y a eu des incendies, des attaques, des barbares, etc. Donc c'était vraiment des lieux solides, et on collait à elles des universités parce que bah, ça permettait de prolonger le savoir. Aujourd'hui, ce modèle est cassé puisque tout est accessible en ligne, et c'est aussi intéressant parce qu'il y a une accélération de la connaissance, qui fait que on était dans un modèle où les anciens expliquaient aux jeunes, et on passe à un modèle où c'est les jeunes qui expliquent aux anciens sur plein de sujets. Et ça, c'est quand même assez perturbant. Et la conviction profonde que j'ai, c'est que le savoir et l'accès à la connaissance est devenu une commodité. Alors c'est quand même surprenant de m'entendre dire ça, sachant que j'ai une école de code, donc mon business model, c'est de vendre entre guillemets du savoir. En fait, je vends une expérience pédagogique, mais si je croyais que c'était une commodité, on pourrait dire: «Mais il est fou celui-là». Et effectivement, vous pouvez apprendre à coder en ligne gratuitement, hein, mais je passe mon temps à dire à des élèves que s'ils veulent, c'est possible. Sauf que c'est beaucoup plus dur et que nous, on a une expérience où on apprend beaucoup plus que ça, et puis on intègre une communauté. Enfin, il y a plein d'autres avantages, quoi. Mais le savoir est une communauté. La photo qui est là, c'est Coursera. Coursera, c'est une plateforme de MOOC, c'est-à-dire des Massive Online Courses, où en fait, vous pouvez aujourd'hui, juste après notre call, là, vous inscrire et voir une conférence du MIT passionnante sur plein de sujets. Et donc, c'est absolument dément tout ce qui est possible d'apprendre en ligne, en identifiant les bonnes sources et évidemment en ayant la bonne discipline. Et l'un des exemples que j'adore citer sur le fait que effectivement tout le savoir est maintenant distribué partout et accessible à ceux qui ont la force, le courage et l'ambition de l'acquérir, c'est ce fameux champion olympique de 2016 à Pékin, dont le surnom, j'ai oublié son nom, mais le surnom c'est YouTube Man. Et c'est un champion de javelot dont l'histoire est assez incroyable parce que il est kényan. Alors les Kenyans, ils sont très forts en athlétisme, mais ils n'ont jamais été forts en javelot. C'est toujours eux, c'est toujours les courses de fond. Au-dessus du 1000 mètres, vous avez que des Kenyans. Mais dans les autres disciplines, et typiquement le javelot, il n'y avait pas de Kenyans. Et lui, il s'était dit à l'âge de 12 ans, si, moi, je veux apprendre le javelot.
et il fait appeler YouTube Man parce que jusqu'à l'âge de 15 ans, il a appris à lancer le javelot avec des tutoriels YouTube. Donc, il a appris tout seul. Et puis à 15 ans, il s'est fait repérer enfin par un entraîneur de javelot de je ne sais plus quel pays, et parce qu'il avait le talent et le physique et tout, et il a fini champion olympique de sa catégorie. Donc si un champion olympique peut démarrer sur YouTube tout seul dans sa catégorie, vous imaginez dans quel monde on est en train de vivre, quoi. Alors, sur le comment apprendre, effectivement, tout est une commodité, mais ça ne veut pas pour autant dire que tout est facile. Et j'adore ce, ce slide que j'ai découvert récemment, parce qu'évidemment, plus c'est accessible et plus il y a de bruit. Alors, on peut dire bullshit, on peut dire bruit, pour être plus poli. Et effectivement, si vous comptez apprendre uniquement en regardant Twitter, bah, bon courage. Et puis, si vous commencez à atteindre des types de formats un peu plus présentiels, un peu plus interactifs surtout. Et alors, je suis ravi que dans ce slide de cohort-based course, ce que fait le wagon soit en haut, parce que c'est pour moi une conviction de porte. Quand vous arrivez à mettre des gens dans une salle avec un prof et qui participent ensemble d'une expérience pédagogique, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que par définition, vous allez affronter des défis intellectuels, et quand vous êtes en groupe, vous êtes bien mieux outillés pour les atteindre. Et effectivement, la question du bullshit, c'est plus vous êtes dans un truc ouvert et sans trop de feedback, même si Twitter, vous pouvez répondre, mais il y a tellement de bruit que c'est inaudible. Et plus c'est difficile de trouver le bon signal, le bon apprentissage dans le bon ordre, et plus vous vous approchez de systèmes qui ont été structurés, pensés, et avec vraiment un parcours, et plus vous apprenez, ce qui explique le succès du wagon, parce qu'on vend aujourd'hui un cours pour apprendre à coder 7 000 €, et objectivement, vous pourriez apprendre à coder en ligne gratuitement. Donc, qu'est-ce qui explique la valeur que nos étudiants nous donnent? Bah, c'est typiquement entre guillemets la garantie que ça marche, et puis l'expérience de le faire en groupe avec une communauté, quoi. Et pour continuer de répondre à la question de comment apprendre, alors ça va me rappeler des souvenirs d'HEC. Moi, j'ai toujours été fasciné par les cours qui vous expliquaient comment, essentiellement vous expliquaient comment, et pas et qui en mettaient pas des tartines sur le quoi et le pourquoi. Et ça va dans la tendance que je décris typiquement avec les bootcamps, qui sont des sujets souvent très techniques. Nous, on n'a pas la prétention de vous faire de vous des innovateurs. On a l'impression de faire de vous des codeurs. Donc, on va vous apprendre à, à développer un site internet. Si vous avez une idée de faire un Airbnb pour chiens, bah, au bout de 9 semaines, vous pouvez lancer votre idée de Airbnb pour chiens. C'est pas une super idée, mais vous pouvez le faire. Euh, et, et, euh, et de plus en plus, c'est corollaire avec le slide sur le bullshit. De plus en plus, les étudiants sont avides d'apprentissage d'outillage. Vraiment, ils ont envie de faire quelque chose, et ils ne savent pas comment, et ils découvrent comment le faire. Et ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, en découvrant comment le faire, ils finissent par aussi apprendre à compter, à tirer des dérivés si nécessaire, à apprendre l'anglais, etc., etc. Moi, mes filles, je leur paye des cours d'anglais ici, mais en fait, je pense qu'elles apprennent bien mieux l'anglais en jouant à Roblox, qui est une plateforme de jeu en ligne où tout est en anglais. Et donc, elles sont confrontées à un vocabulaire infini, parce qu'elles peuvent tout faire dans cette plateforme de jeu. Et je suis certain que ça renforce, si ce n'est même, c'est meilleur pour leur anglais que la culture anglaise, l'école où elles, où elles vont 2 fois par semaine en tirant des gueules pas possibles. Et ça, c'est aussi un sujet un peu polémique, mais je jette. Je suis persuadé que l'apprentissage de soft skills se fait via l'apprentissage de hard skills. Donc pour dire en français, les talents doux ou les aptitudes douces et les aptitudes dures. Et moi, je le vois ça au wagon. Au wagon, on n'a pas du tout la prétention dans notre curriculum. Il n'y a pas une journée consacrée aux soft skills. Nos concurrents en parlent, mais je trouve ça pipeau. Alors, soft skills, on entend capacité de collaborer, communication, etc., etc. Mais en fait, dans les 9 semaines, en fait, vous passez votre temps à travailler vos aptitudes douces. C'est-à-dire, tous les jours, vous êtes confronté vous êtes mis en groupe, vous avez une équipe, vous avez
vous travaillez en pair avec quelqu'un d'autre à qui vous donnez des conseils si vous vous sentez meilleur, et à qui vous demandez des conseils s'il est plus rapide que vous. À la fin, vous avez 3 semaines de projet dans lequel là, pour le coup, ces fameux soft skills sont essentiels parce que vous devez créer des projets de 0 et on voit des équipes qui explosent et on voit des équipes qui fonctionnent super bien. Donc il y a vraiment des différences et celles qui explosent, bah, apprennent quelque chose aussi, quelque part. Et donc, vraiment pour moi, il n'y aura pas d'école, on n'emmènera pas nos enfants à des écoles de collaboration, aux écoles de créativité, aux écoles comme ça. Mais par contre, en leur apprenant à programmer, en leur apprenant la musique, en leur apprenant le sport, en leur apprenant plein de sujets techniques, parce que le sport, c'est aussi un hard skill, hein, savoir jouer au foot, renvoyer une balle au tennis, c'est un skill que vous apprenez à force d'entraînement. Eh bien, vous apprenez des soft skills avec, surtout par les sports d'équipe. Et alors la musique ou le dessin, c'est aussi typiquement des sujets avec des gros hard skills à acquérir, mais qui derrière, une fois que vous les avez, vous permettent d'être le plus créatif et c'est les plus grands créateurs, dans ces univers-là. Hem et donc, je finis en posant la question de où va-t-on apprendre tout ça? Et la place de l'éducation supérieure, dans ce bouleversement, qu'on observe, ensemble. Quelques petites données intéressantes, et qui posent une question qui peut choquer, mais, est-ce que, l'éducation supérieure, j'entends par là le collège à l'américaine ou l'université, est toujours le choix de référence? Hem et on voit apparaître des études, qui calculent, alors c'est très américain, donc, d'abord là-bas ça coûte beaucoup plus cher et du coup les gens se posent beaucoup plus, la question du retour sur investissement, et on voit qu'effectivement quand vous arrivez, à mettre vos enfants dans une école élite, il y a pas de sujet. Évidemment que c'est un très bon investissement, mais on voit que les écoles du milieu de tableau, ça se discute, ça commence à se discuter et les écoles du bas de tableau, c'est une vraie question. Heu, Est-ce que, il ferait mieux pas mieux de faire autre chose, quoi? Alors qu'est-ce que c'est autre chose? On va en parler juste après. Et une des explications de ce questionnement autour du retour sur investissement de l'éducation supérieure, en tout cas dans le modèle collège, qui se pose, différemment en France. Je pense qu'en France, elle se pose plus, vis-à-vis du contribuable, parce que l'éducation est beaucoup plus gratuite, mais financer des universités, avec nos impôts, même si moi je paye pas d'impôts, je suis au Brésil, mais enfin je paye des impôts au Brésil. Mais c'est la même question finalement, à titre individuel ou à titre collectif. On voit qu'aux États-Unis, c'est impressionnant, de loin, l'éducation supérieure, c'est le, domaine où l'inflation a été la plus absurde, dépassant la santé, dépassant tout un tas de sujets, depuis 40 ans. Donc est-ce qu'il y a une bulle, quoi? C'est presque la question. Et on voit apparaître, des analyses, qui comparent typiquement le collège, dont les prix ont explosé, à, ce qu'ils appellent des trade schools, dans des écoles techniques, où vous apprenez un métier, qui peut être, plombier, électricien ou même développeur, hein. Nos bootcamps, aux États-Unis, c'est né, le modèle du bootcamp de code, il est né aux États-Unis et il y a autant de gens qui font des bootcamps que de gens qui sortent d'universités de sciences informatiques, enfin de computer science. Donc c'est de passer de 0 à 40 ou 50 000 gens formés par an, quoi. C'est très impressionnant à quelle rapidité ça a été. Et donc il y a une vraie question autour de: «Est-ce qu'il vaut mieux que mon enfant aille au collège?» qui est un peu le 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 symbole, absolu voilà, de la vie américaine. On rentre au collège, on quitte ses enfants, on va se bourrer la gueule pendant 4 ans et puis on essaye de sortir indemne et puis ensuite on a une vie, et entière, entre guillemets «garantie» parce qu'on a fait des bonnes études. Ce modèle-là, il a clairement du plomb dans l'aile, surtout au prix, où il finit par coûter, quoi. Par rapport à des enseignements beaucoup plus techniques, et ce qui est intéressant, c'est de voir que les parents, commencent à s'en rendre compte. Donc là, j'espère que c'est lisible, mais on voit, c'est un sondage auprès des parents sur, ce qu'ils pensent être, la meilleure préparation pour une carrière de leurs enfants. Et donc, on vo et après, est-ce que c'est disponible? C'est-à-dire, est-ce que le marché répond? Est-ce qu'il y a assez de place? Et on voit que, typiquement, Four-Year College, donc le collège en 4 ans classique, c'est oui, très disponible, mais c'est 20 la garantie d'une excellente préparation pour une carrière de succès, donc c'est impressionnant. Et à l'inverse, tous les systèmes d'apprentissage, très peu disponibles, mais à 40 de garantie de succès. Donc voilà, le shift est quand même fascinant. C'est-à-dire que les parents, et on parle des parents, hein, pas des enfants, commencent à se rendre compte et à découvrir qu'effectivement, plutôt que d'envoyer votre enfant dans un collège, de bas de tableau, il ferait mieux de démarrer une carrière
d'électricien ou enfin, d'entrepreneur en bâtiment, j'en sais rien, mais en tout cas technique qui lui garantit souvent et à moindre coût une, une carrière de succès. Et alors, à quoi sert l'éducation supérieure et une des façons de poser la question, c'est de dire est-ce que c'est seulement un signal? Alors ça, je sais, je vais vous faire rire jaune peut-être, mais on le sait tous un peu. Clairement, la valeur d'HEC, c'est d'y rentrer. C'est-à-dire que quand vous avez la chance de pouvoir intégrer HEC, parce que vous avez bien travaillé, vous êtes brillant, euh, ce que vous gagnez, en fait, une fois que vous avez obtenu le concours d'entrée, vous êtes accepté, bah, c'est un formidable signal pour le marché de l'emploi et pour les futures entreprises que vous êtes parmi l'élite capable de travailler, pas trop bête, parler anglais, etc. etc. Et objectivement, les 3 ans ou 4 ans qu'on fait après, bon, ils servent, hein. Moi, j'ai eu des années où j'ai appris plein de choses, mais est-ce qu'ils servent autant que, ou est-ce que les employeurs, ils voient autant de valeur que le diplôme que vous avez eu à l'entrée? On est en droit de se poser la question, quoi. Et je dis ça pour HEC parce qu'on est entre HEC, mais c'est vrai de toutes les universités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit émerger, je vais plutôt passer à ce slide après, tac, des alternatives, c'est-à-dire des choses qui ont l'objectif de donner aussi des signaux de talent, mais qui évitent ou qui court-circuitent ces institutions d'élite. Et je vais en donner quelques exemples. Le plus fameux pour moi, c'est le fellowship, la fondation Thiel. Peter Thiel, c'est un, un VC, un entrepreneur, fondateur de PayPal, premier business angel de Facebook et fondateur d'une boîte qui s'appelle Palantir, qui a fait un IPO là récemment d'ailleurs. Bon, multimilliardaire, assez controversé parce qu'il a aussi soutenu Donald Trump. Enfin bref, il est assez étonnant. En tout cas, il n'a pas peur d'être contre le sens du vent, ça c'est certain. Et l'une des explications de son caractère controversé, c'est qu'en 2010 ou 2011, il a décidé de monter une fondation dont l'objectif est d'inciter les jeunes talents à drop out, donc à abandonner l'université, et il leur file 100 000 $ pour mener à bien leur projet. Et il en finance 25 à 30 par an depuis 2010. Donc on parle d'une promo globale de 250 bons hommes. Et aujourd'hui, c'est un signal quelqu'un qui est fellow de la Peter Thiel. Aujourd'hui, il a toutes les portes qui s'ouvrent comme s'il avait fait Harvard, hein. Sauf qu'il a gagné 100 000 $ au lieu de dépenser probablement 200 000. Quoi. Donc c'est absolument incroyable. Un autre forme de signal qui, pour moi, est aussi devenu très, très intéressant aux États-Unis, c'est quand vous êtes accepté, vous montez une startup et vous êtes accepté dans un accélérateur qui s'appelle Y Combinator, qui est à la fois un accélérateur qui vous finance, donc qui vous donne un peu d'argent, mais c'est surtout aussi un outil pédagogique, c'est-à-dire que c'est vraiment un programme dans lequel vous rentrez et vous apprenez plein de choses pour essayer de développer votre entreprise. Et aujourd'hui, c'est aussi devenu des gens qui ont fait Y Combinator, c'est comme les anciens de l'X ou les anciens d'HEC en France. C'est vraiment quelque chose où vous mettez ça en avant sur votre CV. Et d'une nouvelle fois, ça a la valeur quelqu'un qui n'a pas fait une université de l'élite ou Ivy League aux États-Unis, mais qui aurait été accepté à Y Combinator, c'est la même chose. Donc il existe une concurrence de ces façons de donner du signal qui est, à mon avis, très intéressante. Et je reviens sur le Peter Thiel Fellows, donc 25 par an, on parle de 250 personnes en cumulé. Parmi eux, donc parce que maintenant on a le recul, il y a le fondateur de Ethereum. Donc Ethereum, je ne sais pas si vous suivez un peu les cryptocurrencies, mais c'est après Bitcoin la plus grosse monnaie, crypto-monnaie. Donc le gars est multimilliardaire, il vient de faire un don là d'1 milliard. C'est passé inaperçu d'ailleurs, mais il a offert 1 milliard à la lutte contre le Covid. Donc voilà, ça vous imagine combien de milliards il a en stock, parce qu'il a donné 1 milliard comme ça. Il y a des gens qui ont monté des ONG comme Ocean Cleanup, il y a des entrepreneurs, quelqu'un qui a monté Figma Design, qui est qui est la version online et cloud de Photoshop, qui est un carton. Enfin bref, c'est impressionnant la liste de personnes qui sont sorties de ces fellowships et qui ont monté des business ou des initiatives et avec énormément de succès. Et je voulais revenir à ça, donc je mettrai mes slides dans l'ordre la prochaine fois parce que je trouve que c'est plus logique. Et ce que ça illustre pour moi, c'est j'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus, si ça vous intéresse, il sera en référence. C'est le fait que la mentalité du diplôme est en train de péricliter. C'est-à-dire qu'on sort d'un univers qui était assez lent
où objectivement, être capable d'être bien sélectionné dans une bonne école, avec un bon apprentissage par les meilleurs du domaine, vous permettez ensuite d'appliquer tout au long de votre vie, ce que vous avez appris et puis éventuellement d'améliorer pour enseigner, à nouveau quand vous serez, à la fin de votre vie. Vous passez les 50 ans, vous revenez enseigner. Ce modèle-là, malheureusement, il est cassé pour moi, à cause de l'effet d'accélération, parce que les choses vont trop vite. Et aussi à cause de ces travers, c'est-à-dire, en France, moi ça m'a toujours sidéré quand on cite les états-majors d'entreprise avec des gars qui ont tous, des cheveux blancs ou qui quand ils ont encore des cheveux et le 1er truc qu'on dit c'est quelle école ils ont fait, 40 ou 50 ans avant. Alors que le mec il a une carrière entière et on est là à noter, à compter les scores. Waouh super, ils ont 3 X, 2 HEC et 1 ESCP. Puis quand le mec est autodidacte, alors c'est absolument incroyable. Donc, je pense que la mentalité du diplôme est morte. Et pour moi, la solution, ou en tout cas le truc qui vient le concurrencer et qui est la bonne voie, c'est la mentalité du portfolio. Donc, l'idée de, tout au long de votre vie, en fait, de créer des choses et de les montrer dans un portfolio. Et portfolio, je pique ça à l'univers de l'art, puisque c'est vraiment quand vous êtes typiquement dans une école d'art, le portfolio, bah, c'est ce que vous avez créé et ça vaut tous les diplômes. Enfin, les gens vont vous juger là-dessus et pas forcément sur le diplôme. Mais ça vaut aussi pour moi cette mentalité-là dans l'univers business. C'est-à-dire que quelqu'un qui a utilisé ses années d'HEC pour monter le BDE, de créer des assos, créer une entreprise éventuellement, même si je sais pas uniquement en business, hein, mais ça a une valeur de portfolio. D'ailleurs, c'est toujours les questions que je pose à des gens que j'interviewe en entretien. Qu'avez-vous fait de vos années HEC? Parce que si vous me dites que vous avez que été en cours, je pense que vous n'avez pas fait grand-chose, puisqu'on a quand même une charge horaire assez légère. Et ça, c'est une vraie mentalité de portfolio. Et la mentalité de diplôme, c'est juste dire ah bon, vous êtes rentré HEC, quel rang à l'entrée, d'accord, et puis quel majeur, ah oui, et quel rang à la sortie. Alors, il n'y a pas de rang de sortie, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ça va nulle part. C'est-à-dire que c'est voué. Enfin, pour moi, c'est un modèle qui est mort et enterré, quoi. Euh, et, euh, et on voit, et c'est ça qui est fascinant avec justement l'émergence des plateformes où maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour montrer au monde votre portfolio. Parce que si vous, quoi que ce soit que vous fassiez, vous créez, il existe une plateforme pour le montrer. Si vous savez bien écrire, vous pouvez créer une newsletter gratuitement. Si vous savez chanter ou vous avez un talent artistique, vous allez sur YouTube. Si votre talent, c'est jouer même aux jeux vidéo, bah, vous pouvez devenir e-sport champion et il y a des gens qui gagnent des fortunes. Donc, quel que soit votre talent, il existe une plateforme aujourd'hui en ligne, sans barrière à l'entrée, où vous pourrez l'exprimer et acquérir, si le talent est avéré, une audience. Et c'est ça la grande différence avec auparavant, c'est-à-dire que on a coupé les intermédiaires. Il n'y a plus besoin d'un saut, d'une garantie. Il y a d'autres façons de gagner, et c'est ce que dit j'ai bien aimé, j'ai collé ce tweet. Quelqu'un vraiment qui produit du très bon contenu sur Twitter ou sur YouTube, sur un blog, sur une newsletter, ou mieux encore, qui crée des produits, ça vaut toutes les universités du monde. Alors c'est perturbant, surtout pour l'ancien monde qui s'est cassé les fesses à faire toutes les études qui va bien, etc. Donc c'est un peu perturbant, mais c'est la réalité. Donc là, pour le coup, on pourra en débattre, mais je suis assez. Alors évidemment, j'ai entouré le mot great parce que plein de gens essayent et peu de gens réussissent. Je suis pas en train de dire que vos enfants doivent devenir youtubeurs et c'est la solution. Mais quand vous avez un vrai talent, en tout cas, il existe des façons d'exprimer et le fait de régulièrement pousser les gens à l'exprimer et à mettre ce qu'ils produisent, d'abord, à produire. Moi, j'ai une règle à la maison, je suis pas pour ou contre les écrans, je suis pour ou contre la création. C'est-à-dire que quand elles sont sur un écran, une tablette ou un iPhone, ce qui me perturbe, c'est pas quand le fait qu'elles soient devant un écran. Mais j'ai 2 filles qui ont 8 et 11 ans. J'essaie de savoir ce qu'elles sont en train de faire. Donc quand elles sont sur leur tablette, mais qu'elles sont en train de dessiner ou de créer, ça me va, c'est libéré. Par contre, quand je sens que ça fait 1 heure qu'elles sont en train de faire défiler TikTok, là, je gueule. Donc je pense que le vrai sujet, c'est pas tellement est-ce que c'est digital ou analogique. Le vrai sujet, c'est ce que vous êtes en train de consommer ou de créer. Alors évidemment, pour bien créer, il faut aussi un peu consommer parce qu'on s'inspire, etc. Et puis ma fille parfois regarde des tutoriels YouTube pour apprendre à faire des éditions vidéo. Mais je trouve que le rôle du parent, il est beaucoup plus de les pousser à créer, quelle que soit la création d'ailleurs. Et en général, c'est plus facile d'aller les pousser à créer vers des choses qui les intéressent que, que de refaire ce que vous avez fait il y a 30 ans, parce qu'en général, vos hobbies ne sont pas du tout aussi intéressants que leur hobby.
Voilà et le dernier slide, bah, j'ai essayé de faire un un truc à la consultant, en montrant l'ancien monde et le nouveau monde, où effectivement on abandonne un univers où, bah, même si évidemment vous allez me dire que je caricature et vous avez raison, mais on abandonne un univers où on apprend beaucoup au début, on a un diplôme qui prouve qu'on a appris et puis ensuite on passe sa vie à appliquer et puis éventuellement à la fin de sa vie, comme on voit qu'il y a des choses qui ont évolué, on revient pour enseigner et puis pour valider les diplômes de la génération d'après. Et en fait, j'ai mis en deuxième ligne une ligne qui ne s'arrête jamais parce que pour moi, elle démarre beaucoup plus tôt. Elle démarre pas au bac, elle démarre bien avant et puis elle s'arrête jamais parce que c'est aussi un univers où, à mon avis, on on va pas forcément, à la retraite et c'est plutôt réjouissant parce qu'en fait, on va faire des choses qui nous plaisent et où tout est mélangé, quoi. C'est-à-dire qu'on passe son temps à apprendre, à appliquer, en réapprendre pour appliquer et puis, on publie sur notre portefeuille et ça nous donne une certaine notoriété, de la même façon qu'un diplôme vous donne une notoriété. Et puis aussi, il y a du teaching qui se mélange à tout ça, c'est-à-dire qu'on va finir par, participer pour enseigner. Nous, on voit parmi nos anciens élèves, ceux qui sont bons, on les rappelle pour devenir profs, et ils adorent parce qu'ils deviennent développeurs en entreprise, mais comme ils sont profs, ils trouvent que ça a aussi vachement de sens, ça les aide vachement à consolider leurs connaissances ou à se mettre à jour parce que notre programme évolue évidemment, sans arrêt. Et donc voilà, c'est des univers qui vont tout ça se mélanger, où vous allez passer votre temps à apprendre, appliquer, ça c'est essentiel, et puis à enseigner, et d'ailleurs, la meilleure façon d'apprendre, c'est souvent de vouloir l'enseigner parce que ça vous oblige à mettre vos idées dans le bon ordre et de mettre un peu de skin in the game pour que les gens réagissent si vous dites des bêtises. Voilà, je vous laisse avec une magnifique citation, parce que, au-delà de ce que évidemment, on essaye d'anticiper de ce qui sera essentiel à apprendre, et à faire, pour la génération de nos enfants ou même de nos petits-enfants. Pour moi, la valeur essentielle, ça sera la curiosité, et la capacité à sans arrêt se remettre en cause, et le vrai, analphabétisme, ce sera les gens qui sont malheureusement incapables de réapprendre, de désapprendre, et de reapprendre des choses nouvelles quand la façon de faire évolue et elle évolue, à vitesse grand V. Voilà, merci.